La vision du monde de Trump séduit-elle une plus large partie de la droite? C'est ce que nous verrons dans un instant. Ce qui est sûr, c'est que les anti-woke en France et dans le monde sont prêts à prendre leur revanche, comme les géants de la tech, Meta, X, Google, McDonald's, Ford et même Disney font marche arrière sur leur politique de diversité. Au diapason de la croisade présidentielle américaine anti-woke, le géant du divertissement effectue plusieurs modifications sur sa plateforme, mais aussi dans sa politique interne, comme le révèlent plusieurs médias américains. Diversité et inclusion ne sont désormais plus les objectifs affichés. Pour en parler, Sylvie Berman, bonjour, ex-ambassadeur, nous rejoint. C'est une victoire idéologique que remportent en ce moment les Trumpistes. Écoutez ce que disait J.D. Vance, le vice-président américain. Et croyez-moi, je le dis avec humour, si la démocratie américaine peut survivre à 10 ans de gronderie de Greta Thunberg, vous pouvez survivre à quelques mois d'Elon Musk. Mais ce à quoi la démocratie allemande, ce à quoi aucune démocratie, qu'elle soit américaine, allemande ou européenne, ne survivra, c'est de dire à des millions d'électeurs que leurs pensées et leurs préoccupations, leurs aspirations, leurs demandes d'aide ne sont pas valables ou ne méritent même pas d'être prises en considération. Et symbole de ce recul du wokisme, c'est le nom que les adversaires du wokisme donnent à ceux qui se préoccupent des questions de diversité. Disney qui avait mis un message d'avertissement au début de ses dessins animés quand ils estimaient qu'il y avait des caricatures, des stéréotypes. Voilà, c'était le message qu'il y avait depuis 2020. Eh bien, ce message est supprimé désormais. Il y a un petit avertissement de 2-3 lignes depuis quelques mois qui est diffusé à la toute fin des dessins animés pour dire attention, il y a des représentations qui peuvent être considérées comme négatives aujourd'hui. Qu'est-ce que ça révèle, Sylvie, cette marche arrière de tous ceux qui défendaient les politiques de diversité et d'inclusion ? C'est le problème des excès, parce que c'était devenu complètement ridicule, tous ces avertissements. Ça détruisait totalement la littérature, y compris la littérature pour enfants et les contes de fées qui ont un côté symbolique. Donc c'était absolument grotesque, ils sont allés trop loin. Et le résultat, dans ces cas-là, c'est qu'il y a une contre-révolution. Et donc on repart en arrière, c'est-à-dire ce qui était juste dans la défense de la diversité, de la parité. Maintenant, avec la contre-révolution, on défait tout ça. Mais c'est un peu la faute de ceux qui sont allés trop loin et effectivement des wokistes. Et depuis cela, moi j'ai l'occasion de participer à des think tanks avec des étrangers ou autres, et ils nous disent ça sur le wokisme en disant vous avez voulu nous imposer des valeurs, et voilà, c'est un peu encore une fois, je le répète, le résultat d'excès. Marc Semo, Trump a réussi à faire plier Hollywood ? On a l'impression que certains font même des excès de zèle. Hollywood, à commencer par Disney, qui avait des gros problèmes financiers, donc qui s'est recentré, sont en phase avec l'ère du temps aux États-Unis. Or, l'élection de Trump, si le premier mandat, sa première élection, pouvait sembler, ce qui n'était pas de fait, être un accident, parce que Hillary Clinton n'était pas que ce qu'il fallait, c'était un repoussoir, etc. Cette deuxième, qui a été préparée, est une lame de fond. Et il y a une véritable révolution conservatrice qui commence aux États-Unis, mais pas seulement. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant dans ce discours que vous montriez de J.D. Vance, c'est l'ouverture d'une véritable guerre idéologique contre l'Europe. Parce que qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit, voilà, nous, on a eu pendant 10 ans donc les wokistes, vous aurez pendant quelques mois Elon Musk, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'être à l'écoute de vos peuples. Et c'est tout le problème aujourd'hui, y compris dans les pays occidentaux, de cette montée des partis populistes, qui sont évidemment encouragés par Elon Musk, par J.D. Vance, mais qui est réelle. Et ils disent, voilà, il faut les écouter. Vous ne pouvez pas à chaque fois dire que ce que ressentent les gens, ce que disent les gens, etc., c'est du populisme, c'est du fascisme, c'est des gens manipulés, etc. On parlait tout à l'heure cet exemple de la Roumanie. Oui, évidemment, il y a eu des ingérences qui ont permis à Călin Georgescu de partir du néant pour arriver en tête, mais en même temps, il faut réfléchir à ce pourquoi, au contenu de son verbe, au contenu de ses discours, et de comprendre pourquoi il arrive à cristalliser les rêves, les rages d'un électorat. Et ça, c'est valable dans énormément de pays. Et malheureusement, il faut prendre en compte cette réalité et savoir
comment y répondre, et pas simplement en disant oui, ils sont manipulés, ils sont irresponsables, c'est des complots, etc. Je vois réagir. Oui, non, simplement sur une chose, il y a effectivement des points qui sont assez justes dans ce qu'il dit, mais il vient donner des leçons aux Européens. Oui. C'est ça qui est gênant. Il choisit une tribune qui lui donne une grande visibilité en disant, vous les Européens, vous vous trompez, vous faites des erreurs, vous devez faire ci ou vous devez faire ça. C'est ça qui est gênant dans son discours. C'est pas simplement un débat. C'est humiliant. C'est même humiliant, disons-le. Il a même dit que l'Europe n'avait plus les mêmes valeurs que les Américains. Ça, c'est important. Parce que, bon, la démocratie, c'était pas le symbole de la démocratie. Avant, les États-Unis, apparemment, ça ne l'est plus. Non. Pour lui, c'est la liberté. Parce que la liberté la liberté, oui, mais ce n'est pas la démocratie, la liberté. C'est deux valeurs différentes. Mais il le théorise. Peter Thiel, qui est un des grands oligarques de la Silicon Valley, dit aujourd'hui, la liberté, la démocratie n'est plus conciliable avec la liberté. La liberté étant la valeur suprême, la dérégulation, donc le monde du capitalisme sauvage, le plus ultralibéral qui soit. Thomas Ernaud. Il ne faut jamais oublier que l'histoire des idées politiques, déjà, c'est mouvant. C'est-à-dire qu'on a eu un temps wokiste, aujourd'hui on arrive sur un temps trumpiste. Pour reprendre ce que disait un peu Sylvie Berman, c'est le nom d'un livre de Jean-François Bronstein, c'est La religion woke. Le wokisme a été trop loin sur plein de choses, la théorie des genres, la diversité, mais dans son absolu idéologique. C'est-à-dire que ça a amené de la crispation, de la division, voire une forme d'idéologie un petit peu totalitaire. Le temps politique aujourd'hui aux États-Unis, c'est une révolution un peu culturelle. On parle de révolution intellectuelle, mais on est sur un temps conservateur. Je vais faire un petit parallèle avec l'histoire, mais moi ça me fait penser au temps où Octave Auguste devient empereur à Rome, et en fait où il y a toute une politique de réhabilitation des valeurs traditionnelles de la Rome antique, c'est-à-dire qu'il faut une réhabilitation des valeurs sociales, une réhabilitation des valeurs familiales, il faut une remilitarisation des esprits, et il faut retrouver la grandeur de Rome. Eh bien, j'ai l'impression que si on prend le discours aujourd'hui de toute l'équipe, de toute l'administration Trump, on retrouve un petit peu ce temps dans l'histoire des hommes, d'il y a déjà 2000 ans, où on avait un moment néoconservateur, c'est-à-dire remettre en place les valeurs traditionnelles. Et pour moi, le discours de J.D. Vance, comme celui de Donald Trump, fait penser un peu à ce temps dans l'histoire de Rome où c'était l'ère de grand empereur Auguste. Alors ceux qui sont évidemment en première ligne pour abolir le wokisme et ses défenseurs, c'est Donald Trump et évidemment Elon Musk, qui est une sorte de président bis. Ils ont donné tous les deux une interview à la chaîne conservatrice Fox News pour bien rappeler qu'ils étaient sur la même ligne et dénonçant les médias qui veulent les diviser. Regardez. Je vois qu'ils veulent que vous commenciez à divorcer. Ils veulent que vous commenciez à vous détester. Et ils essaient. Oh, le président Elon Musk, par exemple. Vous savez qu'ils vous font ça ? Oh, je le vois tout le temps. Ils ont essayé, puis ils ont arrêté. En fait, Elon m'a appelé, il m'a dit « Vous savez, ils essayent de nous séparer. » J'ai répondu « Absolument. » Vous savez, ils ont dit « Nous avons des nouvelles de dernière minute. » Donald Trump a cédé le contrôle de la présidence à Elon Musk. Le président Musk participera à une réunion du cabinet ce soir à 20h. Et c'est tellement évident, ils sont tellement mauvais dans ce domaine. J'avais l'habitude de penser qu'ils étaient bons dans ce domaine, mais en fait, ils sont mauvais. Parce que s'ils étaient bons, je ne serai jamais président. Car je pense que personne dans l'histoire n'a jamais eu autant de mauvaise publicité que moi. Je pourrais faire les plus grandes choses, mais j'aurais tout de même 98% de mauvaise publicité. Mais tu sais ce que j'ai appris, Elon ? Les gens sont intelligents, ils comprennent. Oui, ils comprennent. Ils voient vraiment ce qui se passe. C'est vraiment la poursuite de la bromance entre Musk et Trump à la Maison-Blanche, ensemble contre les bien-pensants, ensemble pour faciliter l'accès au pouvoir de ceux qui pensent comme eux. La page du politiquement correct et du wokisme est tournée avec une remise en cause régulière de l'état de droit. Regardez ce que dit Donald Trump, celui qui sauve son pays ne viole aucune loi. C'est un peu ce que vous disiez, Hélène. Lui, il considère qu'à partir du moment où il fait des choses qui vont dans l'intérêt du pays, peu importe si ça ne rentre pas dans ce qui est écrit noir sur blanc dans la loi. Exactement. Je pense qu'il ne s'embarrasse, lui et Musk ne s'embarrassent d'aucune règle, d'aucune loi, Tout leur est permis. Mais au nom de la liberté, on peut faire beaucoup de choses qui sont malheureusement mauvaises. Il faut quand même que les gens s'en rendent compte. Et en plus, en Europe, on le sait très bien, il y a en ce moment une vague d'ultranationalisme qui commence à monter très sérieusement. Et parmi ces pays ultranationalistes qui voudraient bien... certains partis ultranationalistes voudraient bien arriver au pouvoir, on sait pertinemment qu'ils sont subventionnés par Poutine. Donc tout ça se rejoint. Ils ont beaucoup de points communs, Trump et Poutine, finalement.
Face justement à cette dérive américaine, écoutez ce que dit le député Bernard Guetta sur LCI, sur la protection de l'état de droit. Nous sommes le bunker de l'état de droit, nous sommes le bunker du droit, tout simplement. Parce qu'aux États-Unis, Donald Trump et ses amis, souvenons-nous quand même que Donald Trump est un homme qui a lancé une milice contre le Congrès il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, une milice contre le Congrès. Et cet homme-là est aujourd'hui dans le bureau ovale. Et cet homme-là, élu démocratiquement, a un souci extrêmement relatif du droit. Et justement, est-ce que l'Europe peut être le bunker de l'état de droit face à Trump ? Ça va être ce qu'il va falloir analyser avec les élections allemandes là, qui vont avoir lieu en février, et puis voir le comportement également des différents pays. Je pense à l'Autriche, je pense à l'Italie, au Royaume-Uni, qui est particulièrement ciblé. Mais ce qui est singulier dans ce qui est en train de se passer, c'est que ce n'est pas une nouveauté. On parlait des histoires des idées politiques. Quand on revient un petit peu au XVIIe siècle, quand on prend les textes de John Locke, il y avait ce droit finalement à ne pas respecter le droit au nom de l'intérêt national. Et si on prend, j'ai cité en début d'émission Otto von Bismarck, la phrase d'Otto von Bismarck, il faut que le fer prime le droit. Il y a déjà eu des traditions dans l'histoire occidentale de gouvernants qui ne respectaient plus le droit et qui faisaient de la force finalement le primat de leur politique. Aujourd'hui, Donald Trump fait finalement penser à ce genre d'individu comme l'était Otto von Bismarck, ou je pense également aux États-Unis à Theodore Roosevelt, où le droit s'efface devant la force. On est revenu dans un climat international où la force prime le droit, et c'est ce à quoi il va falloir certainement faire attention. Mais pour pouvoir faire respecter le droit, ça revient à ce qu'on a dit plusieurs fois, il va falloir avoir des outils, et notamment des outils militaires, je pense à ce moment-là pour la France et l'Europe. Sylvie Bermann. Oui, c'est vrai qu'on revient à une idéologie où la force prime le droit, mais le problème c'est que l'Union européenne s'était construite contre cela, justement, après 2 guerres mondiales, et c'est la raison pour laquelle elle a établi un certain nombre de règles, avec l'aide des Américains, d'ailleurs, parce que les Américains ont beaucoup soutenu la construction européenne, et eux-mêmes étaient sur une ligne du respect des règles de droit. Quand ils parlent d'un monde gouverné par des règles, ben c'est bien à ça qu'ils font allusion, sauf que maintenant c'est fini. On n'entendra pas effectivement cette formule dans la bouche de Donald Trump. Mais que fait l'Union européenne face à cela? Ben, ça ne peut pas être uniquement rappeler le droit. Il va falloir se doter, et effectivement, comme ça vient d'être dit, d'un certain nombre d'instruments, et des instruments de la force, c'est-à-dire des instruments militaires, mais aussi sur le plan économique, d'instruments qui nous permettent de réagir à des sanctions extraterritoriales qui nous viseraient. Alors, cette réponse, elle devra aussi se faire sur le terrain des idées, parce que c'est une bataille idéologique, une bataille intellectuelle que Donald Trump mène et espère avoir des relais en Europe. Les débats, les divisions qui traversent les Américains arrivent aussi en France. Et je voudrais vous faire réagir, Arlette Chabot, qui nous a rejoint, à ce que disait Bruno Retailleau dans les colonnes du Parisien aujourd'hui. Il parle de notre société qui est profondément ébranlée par une idéologie de la déconstruction qui refuse l'autorité. Le plus grave serait de s'y habituer, et je refuse de m'y habituer. Il prend la parole parce qu'il a le sentiment que l'opinion publique est de son côté. Il faut dire, Arlette, qu'il y a des études qui montrent qu'en France, il y a une envie d'autorité et une envie pour avoir de l'efficacité. Bah, tant pis si le droit n'est pas toujours parfaitement respecté. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, l'idéologie de la déconstruction, je pense qu'il fait allusion lui aussi au wokisme, sans le dire. Oui. Alors que c'est très clair du côté du Rassemblement national. Il y a plusieurs mois, avant même l'élection de Donald Trump, Jordan Bardella avait dénoncé le monstre du wokisme, et c'est un thème qui est présent dans tous les discours du Rassemblement national. Après, deuxième élément, il y a un problème d'efficacité des pouvoirs. C'est ça, au fond, qui appuie la demande, ou qui explique la demande d'autorité, d'hommes forts, notamment en France. Ça peut nous surprendre, mais la raison, elle est là. C'est-à-dire des gouvernements qui succèdent, qui affirment qu'ils vont régler les problèmes et qui ne les règlent pas. Alors c'est vrai sur des sujets très sensibles qui sont partagés, des préoccupations partagées avec les États-Unis, si on parle évidemment en Europe et aux États-Unis sur l'immigration, avec des promesses de oui, nous allons réguler l'immigration, oui, nous allons faire appliquer les obligations de quitter le territoire, les fameuses OQTF, et puis il ne se passe pas grand-chose.
Et chaque gouvernement arrive avec son projet de loi, sa proposition de loi, ses promesses. Moi, je ferai mieux. Et les citoyens sont effectivement lassés de voir qu'il ne se passe pas grand-chose au bout du compte, qu'il n'y a pas de résultat. Donc c'est ça qui fait effectivement que on s'interroge aussi parfois sur le respect des lois ou la nécessité de changer des lois ou le respect de la Constitution ou la contestation de certaines décisions du Conseil constitutionnel. Donc on retrouve effectivement un peu partout les mêmes interrogations, les mêmes préoccupations. Il y a aussi une autre formule qui revient beaucoup dans les discours officiels, c'est la politique du bon sens. Voilà, alors c'est vrai que oui, il y a du bon sens, donc on va faire parce que c'est le bon sens. Le problème, c'est le faire qui n'est pas toujours effectivement là, et le bon sens, c'est pas la chose la mieux partagée du monde, dit-on, mais en tout cas, ça donne parfois une vision très simpliste des problèmes.